Bienvenue à ce nouveau live d'Essentiel News autour du livre de Pierre Chaillot, Vaccin Covid, ce que les chiffres révèlent. Moi, mon travail, c'est de regarder avec du recul ce qui s'est réellement passé dans la population, notamment en termes de mortalité ou en termes de naissance, par exemple. Il y a des choses qu'on voit, qu'on observe, et on est capable de montrer qu'il y a une vraie corrélation entre les pics, c'est-à-dire les campagnes de vaccination massive à certaines dates, j'appelle ça des pics de vaccination quand on fait tout le monde en même temps, et des pics de mortalité qui les suivent directement, ou bien une hausse de mortalité, on va dire un peu continue qui suit derrière, ou une baisse de la fécondité. Toujours à travers les chiffres officiels, ce qu'ils nous racontent, c'est qu'on a en effet un vaccin qui a laissé des traces comme étant dangereux, qui n'a aucune preuve d'efficacité d'aucune sorte contre quoi que ce soit, et qui en plus est dangereux. Et donc c'est bien ces conclusions-là que je veux démontrer. L'idée, c'est de faire comprendre que toutes les études qui démontrent, enfin voilà, ou sur lesquelles s'appuient les journalistes, les politiques, les décideurs en disant regardez, la vaccination est sûre et efficace, la vaccination a sauvé tant de millions de vies, tout ça, toutes ces études sont bidons, sont à mettre à la poubelle, n'ont aucune rigueur scientifique et utilisent différents procédés qui sont de bidouillage qu'il faut expliquer de façon à pas se faire avoir. Et les bidouillages en plus qu'ils utilisent sont suffisamment grossiers pour que tout le monde puisse C'est les ça. comprendre. Comment est-il possible qu'elle puisse dire que la vaccination sauve des gens quand une campagne vaccinale augmente la mortalité? Et alors là, c'est une escroquerie qui est extrêmement simple. Il se base sur un sophisme, un argument complètement frauduleux, qui est de dire, alors les laboratoires pharmaceutiques nous ont dit que la vaccination mettait 3 semaines à agir. Voilà. Et donc, il faut considérer qu'une personne est vaccinée seulement 3 semaines après sa piqûre. Sinon, ça compte pas. Et donc, ça veut dire qu'elles vont décaler les courbes de 3 semaines. Et donc, vous vaccinez les gens de manière massive, ça va faire une augmentation significative de la mortalité, pile, mais dès la semaine suivante, ça se voit. Sauf que là, vous commencez pas à compter. Parce que vous allez dire, non, non, on compte pas la vaccination, on attend 3 semaines. Au bout de 3 semaines, la mortalité qui est liée à la vaccination, elle va commencer à diminuer. Puisque, bon, les personnes les plus fragiles sont décédées, ceux qui n'ont pas eu de bol, et après, on a quelque chose qui diminue. Et c'est seulement quand la mortalité de la vaccination diminue que vous commencez à enclencher le compteur vaccination. Ah, là, on commence à compter, puisque au bout de 3 semaines, on dit que les gens sont vaccinés. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une mortalité qui diminue. Mais la mortalité diminue. Pourquoi? Parce qu'on vient de l'augmenter en vaccinant les gens. Enfin, donc, c'est comme ça que les études font croire que la vaccination sauve des vies, parce qu'ils commencent à compter quand la mortalité retombe après la période de vaccination. Et donc, les preuves, c'est ça. Elle est assez simple et on la retrouve dans toutes les études. Et donc, quand on suit ce qu'on appelle la mortalité néonatale précoce, c'est-à-dire les décès qui ont lieu entre 0 et 6 jours après l'accouchement, les décès de bébés, donc on observe qu'il y a un pic qui est extrêmement significatif et qui a lieu à une date extrêmement précise en France. C'est juin 2021 et c'est juste après la période de vaccination de masse des femmes enceintes. Bon, la mortalité néonatale précoce, ça concerne assez souvent ce qu'on appelle des grands prématurés, quoi. C'est pas des fausses couches, c'est-à-dire que le bébé va être considéré viable au moment de la sortie, mais en revanche, il n'est pas assez costaud pour survivre, et donc dans les heures, jours qui vont suivre, il va décéder. Et ça c'est le classique. Et donc quand on voit un pic de mortalité néonatale précoce, on peut se dire que ce sont des fausses couches qui arrivent de manière massive, où il y a certainement une partie des bébés qui a survécu, dans quelles conditions, mais qu'on a perdu tout un tas. Et quand ça arrive pile, dans le mois qui suit la période de vaccination de masse des femmes enceintes, on a un indice qui est plus que sérieux, quoi. Voilà, une mortalité significative, c'est la seule cause qu'on a à disposition. À partir de là, c'est ça qu'il faut soupçonner. Ça, c'est vraiment le premier point qui montre à quel point c'est nocif au niveau de la fécondité. C'est-à-dire que les femmes se débarrassent, sont rendues malades et font une fausse couche, elles se débarrassent du bébé, enfin le corps se débarrasse du bébé, parce que le corps est plus capable de subvenir aux besoins du bébé, tout simplement. Et ça, après cette période-là, cette période de vaccination de masse des femmes enceintes, il y a la vaccination de masse des jeunes femmes, partout en Europe, qui a lieu à l'été 2021. Et on observe à peu près partout une baisse de la natalité 9 mois plus tard. Une baisse de la natalité 9 mois après une campagne de vaccination des jeunes femmes, ça nous donne un sérieux indice sur le fait que c'est bien la campagne de vaccination qui pose problème à la fertilité.
Il ne s'agit pas de dire qu'on sait pourquoi. En revanche, on a bien un lien statistique, c'est ça qu'on dit. Donc c'est-à-dire que la vaccination rend malade. Rend malade et pas forcément que les femmes. Si la fécondité baisse, c'est peut-être aussi parce que les hommes sont moins fertiles. Et quand on est malade, quand on n'est pas bien parce que notre corps est occupé à autre chose, on est moins fertile. Et donc c'est une trace du fait que la population a été rendue malade, stressée d'une certaine manière, quoi, de manière durable par quelque chose qui s'est passé à l'été 2021. Et encore une fois, c'est la vaccination de masse des jeunes. Globalement, si vous aviez là 3 mesures prioritaires pour un peu améliorer le système, ce serait quoi? Je pense que la première, ce serait, bon, une fois de plus, de démolir entièrement l'ANSM, heu, l'Agence de sécurité nationale de sécurité des médicaments, l'ancienne AFSAPS, hein, l'ancienne agence du médicament, qui change de nom tous les 10 ans, en promettant à chaque fois qu'il y aura plus de lien avec l'industrie pharmaceutique, qu'on sera bien indépendant avec des experts, tout ça. On voit bien que ça marche pas. Donc il faut refondre entièrement ça. Il faut se débrouiller de manière ferme que la totalité de ce qui a trait à la santé, ce n'est aucun lien avec les fabricants de médicaments d'aucune sorte, qui sont des léviathans incroyables. Il faut refondre entièrement la législation de façon à arrêter de les protéger. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Il faut mettre en place un système de pharmacovigilance actif, c'est-à-dire que quand on lance un produit sur le marché, on doit tirer au sort, enfin, suivre une cohorte de gens dans le temps où, quand ils prennent le médicament, on les rappelle quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, en leur demandant si tout va bien, de décrire la totalité de la manière dont elles se sont senties pour s'assurer que le médicament est bien toléré et qu'il sert à quelque chose. Voilà, donc c'est beaucoup de choses qu'il faudrait faire. Il faudrait changer radicalement le système. Il faudrait aussi lancer des études pharmaceutiques indépendantes, notamment sur la question des vaccins. Il serait bien, peut-être une fois, de se dire, ce serait bien de prendre une cohorte de gens vaccinés, une cohorte de gens pas vaccinés, et de voir si le vaccin sert à quelque chose. Et personne ne le sait, mais ce serait une première mondiale, et pour toutes les vaccinations.